Oh, regarde, une pluie de météorites. Non, c'est une blague, mais ce serait chouette, non? Si tu es fan de pleine lune, il y en a une qui arrive très bientôt. Le 28 mars pour être exact. La lune entière s'illuminera sous nos yeux, car elle sera située en face de la Terre et éclairée par le soleil. Cela devrait nous garantir une nuit inoubliable. Quand on la regarde bien, on peut dire qu'elle ressemble à une énorme boule de neige suspendue dans le ciel. Certaines tribus indigènes de l'hémisphère nord de notre planète ont dû penser la même chose. C'est pourquoi ils l'appelaient la lune de neige lorsqu'elle était grande et pleine. Si tu as un télescope, ne manque pas les 9 et 10 mars, car 3 planètes seront alors alignées pour ton plaisir esthétique. De haut en bas, tu verras Jupiter, puis Saturne et enfin Mercure. Selon la précision de ton télescope, il y a de fortes chances que tu puisses voir des détails de ces 3 planètes. Ajuste un peu ton télescope et les voilà! C'est presque comme si elles n'étaient pas à des milliards de kilomètres les unes des autres. Mais ce n'est pas tout, elles seront aussi visibles à l'œil nu. Cela signifie que tu n'auras même pas besoin de télescope. Tu les verras probablement sous la forme de 3 points blancs et brillants dans le ciel. Tu devras regarder au sud-est environ une demi-heure avant le lever du soleil et tu les verras. Tu as envie d'une douche relaxante? Pourquoi pas plutôt une pluie de météorites? Cette fois, tu peux garder ton télescope rangé et tu n'as pas à t'inquiéter si tu manques une ou deux de ces pluies, car il y en aura plusieurs cette année et elles seront d'ailleurs assez bien réparties dans le temps. Prends ton calendrier et mets un rappel sur ces mois. Tu peux choisir entre avril, août, octobre, novembre et décembre. Certains mois ont même 2 pluies au lieu d'une seule, comme octobre et novembre. Choisis le mois et le jour qui te conviennent. Et si c'est déjà l'hiver, n'oublie pas de prendre une bonne couverture. Tout ce que tu as à faire ensuite, c'est de regarder le ciel toute la nuit, en attendant que la pluie arrive. Si tu n'as pas envie d'attendre, mets un réveil pour te réveiller au milieu de la nuit. Attention, Mercure vient droit sur toi! Ne t'inquiète pas, elle est toujours là-haut, mais juste un peu plus près que d'habitude. Le 17 mai, elle sera à sa plus grande élongation orientale, ce qui signifie qu'elle sera plus facile à observer. Juste après le coucher du soleil, dirige ton regard vers le ciel à l'ouest et essaie de trouver la planète. Cela se reproduira le 4 juillet, mais cette fois-ci, il faudra regarder à l'est. Tu auras peut-être besoin d'une boussole. Commence ta journée tôt le matin, juste avant le lever du soleil, avec une vue magnifique sur Mercure et une tasse de café chaud si tu en as envie. Si tu ne la vois toujours pas ce jour-là, et c'est encore le 14 septembre ou le 25 octobre. Que se passe-t-il lorsque la Lune perd sa couleur blanche naturelle? Cela se produira quelques jours après la première représentation de Mercure, le 26 mai. Cela s'appelle une éclipse lunaire totale. La Lune va s'assombrir progressivement, comme si quelqu'un la recouvrait de peinture rouge foncé, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement cette sorte de couleur rouille que tu peux voir ici. Tout le monde ne pourra pas la voir, sauf si tu es en croisière dans l'océan Pacifique ou en voyage en Extrême-Orient. Si tu te trouves à côté de la tour de Tokyo, tu auras de la chance. Elle sera visible dans tout le Japon. Et si tu te trouves dans la partie ouest de l'Amérique du Nord, tu pourras aussi voir le changement de forme de la Lune. Enfin, pas tout à fait un changement de forme, elle ne va pas se transformer en loup-garou ou quoi que ce soit. Ce sera plutôt un changement de couleur. Maintenant, imagine un énorme trou noir. L'événement astronomique suivant ressemble un peu à ça. Le 10 juin, pendant l'éclipse solaire annulaire, la Lune sera à son point le plus éloigné de la Terre. Ce faisant, elle finira par masquer la plus grande partie du Soleil, ne laissant qu'une petite partie de sa courbure à notre vue. Si tu regardes le ciel à ce moment-là, depuis le Canada ou la Sibérie orientale, tu ne verras qu'un énorme anneau de lumière. Il y a de fortes chances que tu ne puisses pas dire que c'est la Lune qui se trouve là-bas, car elle sera de la même couleur que l'espace, c'est-à-dire une absence totale de couleur, ou juste un noir très profond. Et cet anneau que tu verras, c'est la lumière du Soleil. Puisqu'on parle d'anneaux, parlons de celui de Saturne. Cette planète a tout, des anneaux bien sûr, mais aussi et surtout 80 de lunes. C'est comme si chaque année, de nouvelles lunes sortaient de nulle part. Le 2 août, la planète aux anneaux sera à son point le plus proche de la Terre. Et le Soleil nous aidera à la voir en l'illuminant. Non seulement elle sera plus brillante que pendant le reste de l'année, mais elle sera aussi visible toute la nuit. Ce sera le moment de ressortir ton télescope. Un télescope de taille moyenne devrait faire l'affaire, si tu veux voir ces anneaux et certaines de ces lunes. En tout cas, celle qui brille le plus. Une autre planète qui se rapproche est Jupiter. Cette fois-ci, ce sera le 19 août. Le même phénomène se produira. Le Soleil se reflètera sur la face de la grande planète, à la différence que cette fois, si tu as ne serait-ce qu'une bonne paire de jumelles, tu pourras voir les 4 plus grandes lunes de la géante gazeuse. Bien qu'elles ressembleront à de simples petits points, tu sauras maintenant ce qu'ils sont vraiment. Tu te souviens de ces pluies de météorites dont nous avons parlé tout à l'heure? Eh bien, celle-ci est la plus conséquente qui soit. On l'appelle la pluie de météorites des Perséides.
Et on dirait presque que le ciel est une machine à sous. Sauf que ce ne sont pas des jetons qui tombent, mais des météorites. Pendant cette pluie particulière, tu pourras même observer jusqu'à 60 météorites par heure, et elles seront très brillantes. Les meilleurs jours pour se mettre à l'aise, s'allonger sur l'herbe et regarder le ciel nocturne seront les 12 et 13 août. Habituellement, quand ces 2 journées arrivent, le ciel est sombre et clair. C'est parfait pour une pluie de météorites. Imagine une lune légèrement rouge. C'est ce qu'on appelle l'éclipse lunaire partielle et elle aura lieu le 19 novembre. Cette même lune rouge va devenir de plus en plus sombre en se déplaçant dans l'ombre de la Terre, mais elle ne sera pas visible pour tout le monde. Voici la Terre. Marque les endroits dont tu pourras observer cette éclipse lunaire partielle. D'abord l'Asie orientale, puis le Japon. L'océan Pacifique est aussi inclus dans cette liste, mais à moins que tu n'aies un voilier, tu n'y seras probablement pas. Ensuite, ce sera autour de l'Amérique du Nord, du Mexique, de l'Amérique centrale et enfin, de l'ouest de l'Afrique. Prends tes lunettes d'éclipse et prépare-toi pour la dernière éclipse solaire de l'année. Ce sera la plus belle car la lune va bloquer le soleil pendant presque 2 minutes. Tu pourras voir la couronne du soleil, presque fantomatique, aussi appelée atmosphère extérieure. Malheureusement, ou heureusement, tu devras te trouver en Antarctique ou dans l'Atlantique Sud. Fais attention là-bas, il paraît qu'il fait un peu froid. Ah, la Terre, le 3e rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces 2 objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone.
Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des 2 planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les 2 nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance. Tu lèves les yeux et tu vois un flash orange vif dans le ciel. Quelques instants plus tard, tu entends un boom si fort que les vitres des fenêtres autour de toi éclatent en morceaux. Et puis tu le vois, un énorme bout de roche spatiale brûlant au-dessus de ta tête et se dirigeant vers la Terre. Lorsqu'il touche la surface, l'explosion laisse derrière elle un énorme cratère.
Il fait 19 km de profondeur et il est aussi large que le lac Michigan. Après cet impact, les 3/4 de tous les organismes vivants de notre planète se battent pour survivre. Cet événement a eu lieu il y a environ 66 millions d'années. Et l'éclair brillant dans le ciel n'était autre que ce fameux astéroïde qui a anéanti les dinosaures. De nos jours, nous avons de nombreux moyens de nous en protéger. Par exemple, nous pourrions nous cacher dans des bunkers profondément enterrés et survivre. De tels bunkers seraient d'ailleurs bien utiles car il y a de nombreux astéroïdes dans le ciel. Et certains d'entre eux n'attendent que leur fenêtre de tir pour faire des ravages sur la Terre. À commencer par l'astéroïde 1990 MU. En 2027, il s'approchera de façon alarmante de notre planète. De nombreux experts craignent que la force gravitationnelle de la Terre n'attire le rocher qui a la taille de 2 ponts de Brooklyn. Dans ce cas, il se rapprocherait et finirait par s'écraser sur la surface de la planète. Un tel impact provoquerait une onde de choc qui serait ressentie sur d'autres continents. Une fois que l'astéroïde aurait touché le sol, il y aurait une explosion. Elle serait si brillante qu'on pourrait se dire qu'un nouveau soleil vient d'apparaître ici même sur Terre. La collision libérerait une énorme quantité d'énergie qui se transformerait ensuite en chaleur. Tout ce qui se trouve autour du point d'impact prendrait feu instantanément. Et si l'astéroïde tombait dans l'eau, cela provoquerait des vagues de tsunami plus hautes que l'Empire State Building. De nombreuses villes côtières seraient inondées, la poussière qui s'élèverait après l'explosion recouvrirait le soleil et le monde serait plongé dans l'obscurité. Si la poussière restait dans l'air assez longtemps, le climat de la planète changerait et la Terre commencerait lentement à geler. Si tu penses qu'une si petite météorite ne peut pas causer de si graves dommages, regarde la météorite de Tcheliabinsk. Elle a frappé la Terre pendant l'hiver 2013. Lorsque la roche spatiale est entrée dans l'atmosphère, des personnes situées à des kilomètres ont entendu une forte détonation. L'objet brillant et incandescent s'approchait de la surface terrestre à une vitesse d'environ 18 km par seconde. À mi-chemin, il s'est scindé en plusieurs morceaux. Cela a provoqué plusieurs ondes de choc plus fortes. Lorsque les fragments ont touché le sol, cela a provoqué un important tremblement de terre. Et la réplique des explosions a brisé les fenêtres de 5000 bâtiments. Les habitants de 6 villes autour du lieu du crash ont ressenti les secousses de l'impact. Or, cette météorite ne faisait que 18 mètres de diamètre. Heureusement, l'astéroïde 1990 MU passera a priori à une distance raisonnable de notre planète, donc nous ne serons pas en danger. Ouf! Mais le prochain astéroïde qui s'approchera de la Terre aura un diamètre de 4,8 km. Il s'appelle 3122 Florence. Si ce géant frappe notre planète, il pourrait rayer des continents entiers de la surface de la Terre. En 2017, ce rocher spatial s'est terriblement rapproché de nous. On pouvait le voir dans le ciel, même avec un petit télescope. L'astéroïde suivant est le plus gros dont il faille s'inquiéter, 1999 JM8. Il est à peu près aussi large que Manhattan, et il a la fâcheuse habitude de s'approcher de la Terre un peu trop près au goût de tous. Un petit astéroïde nommé 2020 VT4 s'est approché de notre planète plus près qu'aucun autre ne l'a jamais fait. En novembre 2020, il a survolé l'océan Pacifique à une altitude à peine inférieure à la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Cette roche spatiale avait la taille d'une grosse voiture. S'il avait pénétré dans l'atmosphère terrestre, l'astéroïde se serait désintégré complètement avant de toucher le sol. Les chutes d'astéroïdes et de météorites ne sont pas si rares sur notre planète. Mais heureusement, la plupart d'entre eux s'embrasent et se consument lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère. C'est Mars qui est responsable de ces pluies de météorites si fréquentes. La planète ne se trouve pas loin de la principale ceinture d'astéroïdes du système solaire. Et parfois, l'attraction gravitationnelle de la planète rouge attire les astéroïdes qui s'y trouvent. Puis Mars les fait tourner et les projette dans notre direction, un peu comme une fronde. Heureusement que nous sommes protégés par Jupiter. C'est la plus grosse planète de notre système solaire et elle possède un champ gravitationnel incroyablement puissant. Celui-ci maintient la ceinture d'astéroïdes en place et nous évite d'être constamment frappés par une pluie de météorites. Et c'est une bonne nouvelle, étant donné que Cérès se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. Cet énorme rocher de l'espace est si massif que l'on considérait autrefois que c'était une planète. Puis, pendant de nombreuses années, les scientifiques ont catégorisé Cérès comme un astéroïde. Mais en 2006, il a finalement été reclassé comme une planète naine. Cet objet spatial représente à lui seul un tiers de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes.
soit environ 4% de la masse de notre Lune. Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Cérès aurait la taille d'une graine de pavot. Si un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre se dirigeait vers notre planète, pourrait-on le stopper? Nous pourrions briser le rocher en plus petits morceaux à l'aide d'une explosion massive. On n'aurait d'ailleurs même pas besoin d'atteindre l'astéroïde géant. Il suffirait seulement de se rapprocher de sa surface. Boum! Une puissante explosion d'énergie diviserait l'astéroïde en plusieurs gros morceaux et des tonnes de débris. Les plus petites pierres se consumeraient dans la chaleur dégagée par l'explosion. Et cela modifierait également la trajectoire de l'astéroïde. Les plus gros fragments brûleraient en entrant dans l'atmosphère. Tous les témoins de cette exceptionnelle pluie de météorites auraient la chance d'admirer un magnifique spectacle de feu. Un autre moyen de protection pourrait être un bélier cinétique. En termes simples, il s'agirait d'un énorme objet que les gens enverraient vers l'astéroïde en approche. Ou bien un vaisseau spatial lourd. C'est la méthode que les scientifiques ont choisie pour empêcher l'astéroïde Apophis de tomber sur la Terre. Cet astéroïde mesure 366 mètres de diamètre et passe souvent près de notre planète, s'approchant jusqu'à 30 571 km au-dessus de nos têtes. L'astéroïde va à nouveau passer près de notre planète en 2029, et il est possible qu'en 2036, il s'écrase sur la Terre. Si cela se produit, l'explosion laissera un cratère de plus de 4,8 km de diamètre. Dans un rayon de 10 km autour de la zone d'impact, tous les bâtiments et tunnels de métro s'effondreront ou seront lourdement endommagés. L'événement déclenchera également un puissant tremblement de terre. Dans un rayon de 50 km autour du cratère, les vitres des voitures et des maisons seront brisées. Et à 120 km du point d'impact, le tremblement de terre déplacera les meubles des habitations. Une façon d'empêcher une telle catastrophe serait donc de construire un vaisseau spatial lourd. Il décollerait de la Terre, accélérerait, puis foncerait sur l'astéroïde à toute vitesse. L'impact modifierait la trajectoire de l'énorme rocher spatial, et il passerait finalement à bonne distance de notre planète. Nous pourrions aussi essayer d'arrêter l'astéroïde en l'enveloppant dans du papier d'aluminium. Cela rendrait sa surface réfléchissante, et la pression solaire pourrait alors modifier progressivement la trajectoire de l'astéroïde. Une autre alternative consisterait à utiliser un remorqueur gravitationnel. Il faudrait envoyer un vaisseau spatial massif et sans équipage vers l'astéroïde. Il volerait jusqu'au rocher spatial et l'attirerait lentement auprès de lui grâce à sa propre force gravitationnelle. Un petit changement de cap suffirait pour que l'astéroïde croise notre planète sans la heurter. Une autre façon de protéger la Terre serait de construire un système de lentilles géantes dans l'espace. Tu as peut-être déjà essayé de concentrer la lumière du soleil avec une loupe. Tu sais alors à quel point cette lumière concentrée peut être chaude. Imagine maintenant qu'on installe de nombreuses lentilles géantes, toutes dirigées vers un seul point. Les scientifiques pensent que le fait de focaliser un faisceau de lumière aussi puissant sur l'astéroïde ferait fondre et s'évaporer la roche, ce qui changerait lentement sa trajectoire. Un autre moyen supplémentaire de nous protéger serait d'installer plusieurs moteurs à sa surface. Cela transformerait l'objet spatial en une sorte de fusée, et on pourrait alors déterminer sa trajectoire depuis la Terre. Les étoiles errantes représentent un danger bien plus grand. Comme les astéroïdes, elles volent dans l'espace et peuvent entrer en collision avec tout ce qui se trouve sur leur trajectoire. Le problème est qu'elles ont une masse gigantesque, parfois comparable à celle de notre Soleil. Il y a environ 70 000 ans, un duo d'étoiles intergalactiques est passé en trombe devant le Soleil. Elles n'ont pas affecté la Terre, mais ont causé quelques perturbations à la périphérie du système solaire. Cet événement est susceptible de se reproduire. Un jour, l'étoile solitaire Gliese 710, qui a une masse équivalente à la moitié de celle de notre Soleil, se déplace en ce moment même vers notre système solaire. Il est possible qu'elle commence à attirer des roches de la ceinture d'astéroïdes extérieure et à les attirer vers nous. Et alors, les rares pluies de météorites que l'on peut observer de nos jours deviendront un événement régulier. Mais pour l'instant, cette étoile errante est extrêmement éloignée de notre monde. Et il y a plus de chances qu'elle passe à côté de nous sans affecter notre paisible existence.